Bonjour à vous mes chers abonnés, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie et je suis absolument passionné de sciences et de biologie. Si c'est vrai, j'ai des lunettes. Le 4 février c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, donc je me suis dit que j'allais en parler, expliquer ce que c'est, le plus simplement possible sans être trop spécifique pour ceux qui n'étudient pas dans le domaine de la santé et ceux qui s'y intéressent mais qui n'ont pas forcément une idée claire de ce que c'est. Et j'espère avec cette vidéo informer et possiblement sensibiliser. Je vais aussi essayer de décortiquer des idées reçues et des rumeurs qui tournent autour de la maladie et des façons dont elle apparaît. Voilà comment je vais ranger ma vidéo. Le cancer c'est quoi? Comment ça apparaît? Peut-on en guérir? Comment l'éviter? Et les idées reçues. Le cancer, ce n'est pas une bactérie ou un virus, c'est une famille de maladies et c'est avant tout un dérèglement. Vous le savez, notre corps est composé de cellules. Une cellule fait en général 10 à 100 micromètres. Un micromètre, c'est un millimètre divisé par 1000. Donc forcément, on en a des milliards et chaque seconde, t'en as des millions qui meurent. On est littéralement couvert de morts. Mais il y a bien sûr d'autres cellules qui naissent pour les remplacer. Du coup, une très grande partie des cellules qui te composent ne sont plus les mêmes de quand tu étais bébé. Comment se renouvellent-elles? Bonne question. Les cellules se divisent, c'est ce qu'on appelle la mitose. Et c'est exceptionnellement complexe et surtout très contrôlé. Il y a beaucoup de mécanismes qui s'assurent que cette division se passe bien, mais parfois ils sont défectueux, ce qui fait que la division s'emballe et les cellules se propagent de façon complètement chaotique. Et l'ensemble de ces cellules qui ne sont plus sous contrôle, ça s'appelle une tumeur. Une tumeur, elle peut être bénigne, c'est-à-dire pas dangereuse comme une verrue, ou alors elle est maligne et dans ce cas elle fait des métastases, c'est-à-dire qu'elle va envahir le reste de l'organisme. Cette définition s'applique à plus de 200 maladies, elles sont différentes mais on les appelle quand même cancer. Ça apparaît quand l'ADN qui se trouve dans le noyau des cellules subit des mutations. Et dans l'ADN, justement, il y a les informations qui permettent de contrôler comment les cellules se propagent. Imagine un peu l'ADN comme un chef de chantier qui lit ses plans. Et là, genre, il renverse son café sur ses plans, donc il panique. Et les cellules, elles sont genre, chef, on fait quoi? Et lui, il est genre... On prolifère! Allez! Vous êtes sûr, chef? Parce que... J'ai dit allez! Il y a beaucoup de gènes qui peuvent contribuer à l'apparition d'un cancer et grosso modo, ils rentrent dans 3 catégories. Les gènes suppresseurs de tumeurs, ils limitent la vitesse de la division cellulaire, ils corrigent les mésappareillements de l'ADN, ils contrôlent quand une cellule meurt. Quand ce gène est muté, les cellules deviennent berserk! Les oncogènes qui transforment les cellules saines en cellules cancéreuses et les gènes qui permettent la réparation des erreurs qui arrivent quand l'ADN est produit. Et il est probable que le cancer implique beaucoup de mutations dans beaucoup de gènes de ces 3 catégories. Il n'y a pas genre un seul gène qui, s'il est muté, provoque la maladie. Qu'est-ce qui cause les mutations de l'ADN, vous dites? Plein de choses. Il y a certains cancers qui sont de famille, mais la grande majorité ne sont pas clairement liés aux gènes qu'on hérite de nos parents, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est les gènes qui mutent au sein des cellules au cours de la vie qui sont à l'origine de la majorité des cancers. Plein de choses peuvent être le point de départ du cancer, les plus connus étant le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, les rayonnements ionisants. Ça peut aussi commencer à cause d'une bactérie, d'un virus, d'un dérèglement hormonal ou du système immunitaire, plein de choses. Vous l'avez compris, le cancer a une origine multifactorielle. Oui, bien que le cancer soit la première cause de mortalité en France, les gens ont tendance à sous-estimer les chances de survie, alors que pourtant on guérit un cancer sur 2. Et les chances de guérison sont bien plus grandes si on détecte le cancer tôt. On pourrait se demander, avec toutes les avancées de la médecine, pourquoi on n'a toujours pas vaincu le cancer. Il n'y a pas un remède contre tous les cancers, simplement parce que tous les cancers sont différents. Dans le cancer, le corps agit contre lui-même, et tout le monde a un corps différent, tout le monde a un ADN différent. Un cancer du poumon sera différent entre 2 personnes, et il peut même être différent au sein d'une même personne. Parfois, quand le cancer évolue, il peut varier, et du coup il va nécessiter plusieurs traitements. Par exemple, un traitement va détruire 70% de la tumeur de quelqu'un et pour les 30 derniers, il va falloir utiliser autre chose. Mais heureusement, les traitements font des progrès à des vitesses qui ne font qu'accélérer. Le traitement classique que tout le monde connaît, c'est la chimiothérapie. Son principe est d'utiliser un ou plusieurs médicaments pour détruire ou ralentir des cellules qui prolifèrent rapidement. Donc elle attaque le cancer, mais elle attaque aussi des cellules qui prolifèrent rapidement et qui sont saines, comme celles de la peau, de l'intestin, de la moelle osseuse. Et c'est ça qui va causer tous les effets secondaires. On peut également soigner, voire guérir le cancer par chirurgie, en essayant de retirer autant de la tumeur que possible, parfois tout. Il y a aussi la radiothérapie, on bombarde les cellules avec des rayonnements à haute énergie pour essayer de tuer la tumeur ou de la faire rétrécir. Les derniers traitements en date sont vraiment prometteurs parce qu'ils ont des effets ciblés. L'immunothérapie par exemple utilise le système immunitaire de la personne pour cibler et attaquer les cellules cancéreuses sans attaquer les cellules saines, comme des missiles à tête chercheuse. Le reste du corps est bien moins attaqué et ça limite considérablement les effets secondaires. L'avenir est très prometteur. Le problème avec le cancer, c'est que c'est difficile de savoir que l'on a avant que les symptômes apparaissent. Et quand les symptômes apparaissent, ça veut dire qu'il est déjà relativement bien développé. C'est pour ça que la prévention, c'est important. Et ça, je pourrais pas assez vous le dire, merde. On estime que 40% des cancers peuvent être évités par des modifications de notre mode de vie. Les causes principales sont évidentes, je les ai déjà mentionnées, mais je les rappelle quand même. Le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation, le manque de sport, l'obésité, l'exposition excessive au soleil. Ça, ce sont les facteurs sur lesquels on peut agir dans une certaine mesure. Mais il y en a beaucoup d'autres sur lesquels, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, comme l'âge, l'hérédité, l'environnement, la pollution, les bactéries, les virus. On ne les contrôle pas ou alors on ne les comprend pas très bien. Et même si on suit toutes ces recommandations à la lettre, rien ne garantit qu'on ne sera pas touché de cancer. Quelqu'un qui a une vie parfaitement saine, qui est jeune, sportif, beau gosse, qui mange bien, boit de l'eau, ne fume pas, bah
Quelqu'un comme ça peut quand même être touché d'un cancer très agressif, et à l'inverse, des gens qui fument toute leur vie peuvent ne rien avoir. C'est une question de risque et de probabilité, d'où l'importance capitale des dépistages. Il y a certaines populations qui ont un risque plus grand d'être touchées de certains cancers, notamment en raison de leur âge ou de leur sexe. Le dépistage, c'est quand on cherche systématiquement cette maladie chez ces gens-là. Pourquoi c'est important? Imagine si tu dois te battre contre quelqu'un. Est-ce que tu préfères te battre contre lui quand il a 25 ans et que c'est une montagne de muscles, ou quand il en a 4 et tu peux lui mettre une petite balayette comme ça et c'est réglé? Exactement. Si on détecte une maladie tôt, le traitement sera moins lourd et on a beaucoup plus de chances de lui botter le cul. On peut même éviter que la maladie apparaisse tout court. Les dépistages s'adressent à tout le monde à partir d'un certain âge et pour certains cancers. Les principaux sont les suivants. Pour les gens plus jeunes, les études ne montrent pas l'efficacité des dépistages. Mais bien sûr, on n'est pas invincible et il y a quand même des choses auxquelles on peut faire attention pour essayer de détecter certains cancers. Pour pas que la vidéo soit trop longue et surtout pour pas faire souffrir les hypocondriaques, je vais pas tous les faire ici, mais je vous renvoie à un lien dans la description qui le fait très très bien. Je veux juste vous parler des mélanomes une seconde. Eux, ils peuvent pas être dépistés parce qu'en fait, on peut pas les identifier avant leur apparition, mais c'est important de savoir les reconnaître. Un mélanome, c'est une tumeur qui apparaît en général sur la peau et qu'on peut confondre avec un grain de beauté. Et pour les détecter, il existe l'abécédaire du mélanome. A comme asymétrique, B comme bord irrégulier, C comme couleur non homogène, D comme diamètre en augmentation et E comme évolution. Appliquez aussi la règle du vilain petit canard. Comparez tous vos grains de beauté et suspectez celui qui ne ressemble pas aux autres. Pointez-le du doigt parce qu'il est différent. Même si vous trouvez quelque chose de suspect sur vous ou sur l'un de vos proches, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes touché, donc consultez régulièrement. Les idées reçues maintenant. Oh boy, je vais ici essayer de décortiquer des idées générales ou des rumeurs qui circulent, souvent à cause des médias. Toutes les études et les sources auxquelles je me réfère sont dans la description. On ne guérit jamais d'un cancer. Faux, mais vous l'aurez compris, c'est difficile d'être sûr que 100% des cellules cancéreuses ont été éliminées. Si un traitement marche très très bien, cela signifie qu'on a réduit le nombre de cellules cancéreuses en dessous du seuil de détection en fait. Il y en a tellement peu qu'on n'arrive même plus à les détecter, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune. Il suffit qu'il en reste une poignée pour que beaucoup plus tard le cancer réapparaisse. Même quand une personne est complètement guérie d'un cancer, elle doit continuer d'aller à l'hôpital régulièrement pour faire des examens, et ce en général pour le reste de sa vie. La mauvaise hygiène de vie provoque des cancers. Tout dépend de ce qu'on entend par mauvaise hygiène de vie. Si on parle de mauvaise alimentation et de mauvais rythme de sommeil, les recherches suggèrent oui. Le stress peut aussi indirectement provoquer des cancers si il pousse à consommer du tabac ou de l'alcool, mais le stress en lui-même, non, ça ne provoque pas le cancer. Les OGM provoquent des cancers. Faux. Ça a été assez solidement prouvé que les OGM ne provoquent pas le cancer. C'est plus vraiment un débat, même si les médias essaient de nous faire penser autrement. Les OGM causent surtout des problèmes pour l'environnement en fait. Des problèmes de monoculture quand on cultive une seule espèce sur des champs à perte de vue. Mais bon, les problèmes environnementaux, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les aliments bio protègent du cancer. Faux. Il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que les aliments bio ou que les super aliments, ça protège du cancer. Il y a une étude qui a été menée au Royaume-Uni qui montrait que 9% des cancers étaient dus à l'alimentation et que la moitié de ces cancers étaient dus à un manque de consommation de légumes, mais pas forcément des légumes bio. Et ça a été prouvé. Consommer des légumes, pas forcément bio, et même malgré la présence de pesticides, ça protège du cancer. Mais manger bio, ça reste quand même une bonne chose, parce que l'absence de pesticides, c'est très bon pour l'environnement. Les déodorants sont la première cause de cancer du sein. Faux. Cette rumeur a été commencée par une chaîne de emails. Des emails. La Marie-Jeanne ne provoque pas le cancer. Point d'interrogation parce que on sait jamais, mais jusque-là les études n'ont pas réellement réussi à montrer la connexion. Mais bon, Snoop Dogg est encore en vie quoi, donc je pense que c'est un argument assez solide. La chicha c'est moins dangereux ou plus dangereux que la clope. Les études sont encore émergentes à ce sujet-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'eau qu'il y a dans les chichas ne filtre pas du tout les toxines du tabac. Les effets secondaires sans forcément être pires sont au moins les mêmes et la dépendance est la même. Le portable donne des tumeurs au cerveau. Les recherches là-dessus suggèrent non. Ils disent que les ondes produites par les téléphones ne sont pas assez riches en énergie pour endommager l'ADN. Les thérapies alternatives peuvent guérir le cancer. Il y a beaucoup de gens qui sont très méfiants des traitements classiques. C'est vrai que la science, ça peut angoisser, pour des raisons que je comprends, que je cautionne pas, mais que je comprends. Malgré ça, les chiffres ne mentent pas. Les gens qui choisissent des thérapies alternatives ont des taux de survie catastrophiques. Mais ça ne veut pas dire que les thérapies alternatives ne servent à rien. Je pense quand même qu'elles sont très très importantes parce qu'elles permettent à beaucoup de gens de se sentir mieux psychologiquement et de se sentir mieux dans leur peau. Et ça n'est pas à négliger. Médecine classique ou médecine alternative, quoi qu'on en dise, je pense que c'est une erreur d'être trop dans l'une et pas assez dans l'autre. Bien sûr, les huiles essentielles, le yoga ou l'auriculothérapie, ça ne remplacera jamais une chimio ou une chirurgie. Mais ne jurer que par la science, ça peut faire que certains patients perdent espoir et se sentent délaissés. Et c'est là qu'interviennent les médecines complémentaires. Et elles sont très très bien, du moment qu'elles restent complémentaires. Il faut que les deux soient une team. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je vous aurai appris quelques trucs. Je tiens juste à finir en rappelant à quel point un cancer ou toute autre maladie grave, ça bouleverse une existence au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Au point qu'on ne peut pas vraiment le comprendre sans l'avoir vécu. C'est pour ça que si quelqu'un dans votre entourage est touché, s'il vous plaît, faites très très attention à vos mots.
Soyez présent pour cette personne, écoutez ce qu'elle a à dire et ne prenez pas votre santé pour acquise. Réalisez la chance que vous avez d'être en bonne santé. Si vous qui regardez êtes malade, je vous souhaite de tout cœur de traverser cette épreuve et par-dessus tout, ne perdez jamais espoir. Si vous le pouvez, faites un don aux organisations qui en ont besoin. Elles combattent le cancer grâce à cela. Qui sait ce dont elles sont capables si seulement elles avaient tous les moyens dont elles ont besoin. Battre le cancer, ce serait un effort de groupe, alors soutenez la recherche. Merci encore d'avoir regardé et partagez cette vidéo pour essayer de sensibiliser votre entourage. A la prochaine et d'ici là, soyez sages.